Bonjour à vous tous, et que le club est bien présent. À vous tous et à vous toutes. Journée internationale des droits de la femme l'oblige, quelque part. Donc c'était le 8. C'était le 8. Donc à vous tous et à vous toutes. Sans oublier, bien entendu, les followers qui nous envoient beaucoup de messages, les accros des réseaux sociaux. Nous vous en remercions. Alors, la fois dernière, c'est-à-dire dimanche dernier, nous avons échangé autour du thème « La souveraineté alimentaire, quel défi pour la Guadeloupe ». Et nous avions promis aujourd'hui de visiter la scène internationale, c'est-à-dire de dessiner les grandes tendances qui s'annoncent dans le monde. Puisque nous voyons qu'à la lumière, bien entendu, des conflits actuels qui se déroulent, du conflit en Ukraine et dans d'autres pays. Alors, nous avons donc changé et nous resterons donc en Guadeloupe, je dirais, à Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, cœur de la Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, ville économique, Pointe-à-Pitre, ville commerciale, ville cosmopolite, administrative. Et puis, au cours des années 70, nous avons observé en tout cas la ceinture, les villes autour de Pointe-à-Pitre se sont développées. Je pense d'abord à Bimao, avec la zone de Jarry. Jarry s'est développé, Bimao s'est véritablement développé, je dirais en solo, sans véritablement se soucier des équilibres dans la zone. Et puis, après cela, nous avons vu l'émergence de Cap Excellence. Cap Excellence, n'est-ce pas, siège Bimao, Pointe-à-Pitre et les Abîmes, très dynamique, mais nous sommes bien entendu en droit de nous poser la question, est-ce que véritablement l'égoïsme territorial entre les communes auxquelles nous avons assisté avant les schémas d'intercommunalité, est-ce que cet égoïsme territorial s'est transformé, en tout cas évolué vers l'égoïsme intracommunautaire ou intercommunautaire? Se pose dès lors la question du découpage de nos territoires pour sauver véritablement le dynamisme de la Guadeloupe et des équilibres de territoire. Alors notre émission d'aujourd'hui, nous avons donc choisi de l'intituler « Déshabiller Pierre pour habiller Paul ». Alors, comme d'habitude, nous avons les préliminaires, nous aborderons les préliminaires. Je me retourne vers vous, messieurs, chers amis du dimanche. Je vous félicite, je vous remercie beaucoup d'être là. Parce que j'ai des retours, c'est pas évident, je le comprends très bien. D'abord, à toi, Raphaël. À toi, on va donc y aller, on va faire le tour jusqu'à René. Oui. Raymond, jusqu'à Édouard. Bonjour. Oui, ça devient un petit rituel bien sympathique, mais j'ai l'impression que ça revient de plus en plus vite. Donc soit c'est effectivement, je sais que la vieillesse, c'est le propre de l'accélération du temps et qu'on a l'impression, le sentiment que ça va de plus en plus vite, puisqu'effectivement le temps se compresse de plus en plus et l'échéance fatale approche si je vois ce qui arrive à mes amis autour de moi. Mais en fait, quand même, là, ça va vraiment vite. Et le dimanche, il doit y avoir 3 ou 4 dimanches dans la semaine parce que j'ai l'impression d'être toujours là. Bon, en fait, ça va. Bonjour tout le monde. J'aime que ça va. Bon échange. Raymond Amaï, la semaine fut bonne. Oui, très bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et puis, bon dimanche à tous. Et puis, très heureux d'être parmi vous. René. Bien, bonjour tout le monde, que tout le monde a goûté nous, quel qu'en soit là. Oui. En passant, c'est Nico qui est là aujourd'hui là. Mais, alors, donc, annoncé ça tout à l'heure, il y a un petit problème avec Nico. Mais un grand salut à Nico aussi. Et bon, nous là, effectivement, tous les dimanches, et c'est vrai que
parfois on a l'impression que dimanche ça va arriver vite. Trop vite. Mais ça lié aussi à l'âge, parce que puis semaine là va passer, puis on va dire merde. Voilà. On va perdre aussi de la vie encore. Mais enfin bon, c'est très sympathique. On préfère que nous là et que nous commenter l'actualité qu'on nous a fait plutôt que pour éclairer le pour peuple. contenter de tant de nouvelles sans pour nous discuter, sans pour nous faire. Oh, et bien entendu, Édouard. Bonjour à toi, Édouard. Merci d'être là, puisque je sais que les exigences un peu du week-end, une semaine chargée, ne permet pas toujours une présence régulière. Des jeunes cadres dynamiques. Jeunes cadres dynamiques, en tout cas. Merci en tout cas. Alors, c'est exactement cela, parce que c'est vrai que les dimanches se suivent, ne se ressemblent pas. Heureusement, mais je suis très content d'être là quand je le peux. Merci de me recevoir sur votre plateau, mes chers amis. À Nico qui probablement nous regarde, à Mandré que je salue énormément, et à celles et ceux qui nous arrêtent, qui nous interpellent, et notamment récemment, donc un jeune homme dont malheureusement le nom, je suis désolé, m'échappe, m'a interpellé au moment où je faisais mes courses. On est resté à discuter, pas plus tard que hier soir encore, d'autres personnes, mais c'est formidable de voir comment les Guadeloupéens s'intéressent à ce qui se passe, nous regardent. Nous n'avons pas la prétention de mieux faire que d'autres, mais juste de pouvoir échanger, débattre sur des actualités chaudes, brûlantes, marquantes, bien entendu, et d'apporter nos contributions, la vôtre d'ailleurs. Et je suis très, très content d'entendre justement le salut, le satisfecit qui nous est lancé à vous tous, mes chers camarades, mes chers amis de ce plateau-là. Donc les Guadeloupéens sont attentifs, ils veulent comprendre, ils veulent savoir. Je répète, sans avoir la prétention de mieux faire que d'autres, de savoir plus que quelqu'un d'autre, mais de contribuer. Donc c'est un peu notre petit sport du dimanche, donc notre partie de golf, de tennis, là-dessus de natation avec la population guadeloupéenne que je salue, que je remercie de nous faire confiance. Voilà. Alors je signale aussi, comme vous l'avez si bien fait, l'absence aujourd'hui de Nico. Notre ami Nico ne peut pas être avec nous aujourd'hui, les conditions techniques ne le permettent pas. Alors, je pense qu'il va nous suivre. Mais il faut lui dire de rentrer. Ah ben Nico, Nico, ce serait ça. Tu as entendu en tout cas. Ça suffit. Comme ça, il n'y aura pas. C'est ça. Comme ça, tu ne serais pas soumis. Ça, il négociera les prix. Tu ne serais pas soumis aux alias de la technique. Voilà. Alors, venons-en, messieurs, aux préliminaires. Ce que j'appelle les préliminaires, c'est-à-dire, vous le savez, les marqueurs de l'actualité de la semaine. Ah bon, je pensais que c'était autre chose. C'est bien ça, les préliminaires. Tu veux faire l'association, ça ne me dérange pas. Mais nous sommes très attachés à nos préliminaires, nous sommes des hommes. Donc il faut nous sommes des hommes très attachés à nos préliminaires. C'est dangereux ça. Et je vous invite, messieurs, même au-delà de la Sisenta, comme disent les latinos, eh bien, ne vous déconnectez pas de cette pratique. Voilà. Alors, nous avons eu la semaine dernière une actualité marquante et j'ai envie d'abord de venir à la cérémonie mortuaire de cette icône, comme on dit chez nous, Sylviane Telchin. Ouais. Nous avons vu, moi personnellement, je l'ai vu à travers les médias, la cérémonie, j'étais de haute tenue. Je me tournerai donc bien évidemment vers René, puisque René étant, on le sait, l'homme très actif et qui connaît très bien, me semble-t-il, Sylviane. René, au Pays de la Mira, ça a passé dans des conditions que... Enfin, l'enterrement, tout bien passé bien, puisque... Oui, non, mais c'est-à-dire que semaine là, ça pour moi, enfin, 15 jours là, ça qui passe pour moi, c'est trop semaine où on voit plusieurs personnes proches partis. Ni d'abord Bernard Badia, qui est un compagnon moins créateur à GEG et Aspect, et qui était accompagné, était toujours dans l'accompagnement là en conseil syndical depuis le départ, et quand tu connais depuis la GEG en face. Et ni ensuite maman moi, qui m'a presque tout de suite derrière droit Bena, et à partir qu'on finit de maman moi, que Sylviane mort. Sylviane, qui pour moi, c'est ça, c'est une femme d'une grande générosité et surtout d'une grande capacité de travail. C'est ça, et donc c'est d'une forte rigueur. En niveau à l'agriculture créole, Sylviane consacrée a fait travail là, au niveau là, ça. Et en tout cas, dit ça, alors, en une occasion, on dit hommage en disant que les gens comprennent que pas d'avoir nous pas parler créole, eh bien ça facile enseigner créole.
Ça pas évident du tout. D'ailleurs, si c'était ça, pas être ni professeur de français, toutefois, c'est comme les français. Donc, nous, on travaille de fond, qui c'est un travail à la fois de recherche, comprendre qui évolution à créole là, qui originale, qui évolution aille, comprendre qui genre moun te ka exprimer yo avant et yo ka exprimer yo actuellement, liaison là avec jeunesse là, liaison là avec les anciens, ils font un travail extraordinaire et puis surtout un travail de créativité, d'avoir ils sont l'autre document écrit en créole, contes, etc., traduction de contes, qui c'est en fait des éléments pédagogiques qui ont servi à l'heure actuelle, c'est enseignant en langue et culture créole et travail là qu'il fait là avec Top, avec d'autres à un moment donné. Et travail là que le syndicat a fait aussi au niveau créole, ça c'est vrai. Tout ça menait à ce qu'aujourd'hui, nous sommes des enseignants, nous avons un enseignement de langue et culture créole, même si pas tout à fait ça nous développe, mais nous sommes des enseignants certifiés, nous sommes des enseignants agrégés, et nous avons l'université dans le monde, hein, en Allemagne, en Canada, etc., en France aussi d'ailleurs, en partie, surtout les universités dans le Sud, qui, à l'heure actuelle, ni des études de langue et culture créole, et ni des doctorats, etc., qu'elle a fait. En Allemagne, en particulier, ça particulièrement développé. Oui, en Allemagne, ça vient, voilà. Voilà, c'est dit, hein, pour Sylviane Telchid, en tout cas une cérémonie qui s'est déroulée dans de bonnes conditions. Je suis à ma gauche spatiale, alors... Oui. Édouard Okouli, sur cette cérémonie, cette disparition d'une figure guadeloupéenne, pourrait-on dire, parce qu'elle a été effectivement, elle a apporté une grande contribution au créole, à l'émergence, à la consolidation de cette langue. Mais j'ai envie de dire, elle a contribué à l'essor culturel de la Guadeloupe. Hein, et c'est vrai que, d'une part, sa condition d'enseignante, sa condition de femme, sa condition de militante, pro-Guadeloupe, donc aujourd'hui consacre justement cette personne en figure de pro de la Guadeloupe. Et puis, quoi de mieux que ce proverbe africain qui aujourd'hui donc a tout son sens. Hein. Donc, lorsque ces personnes disparaissent, c'est véritablement une bibliothèque qui brûle. Mais en même temps, elle a le mérite de laisser justement en héritage à la Guadeloupe justement ce patrimoine qui est merveilleux, ce foisonnement justement de l'écriture créole. Et donc, et d'ailleurs, je sais qu'une de ses œuvres, c'était de pouvoir retranscrire la Bible en créole. Oui. Hein, donc, c'est quoi de plus merveilleux, hein. C'est une grande ambition, tout de même. Hein. Mais, parce que la Bible, c'est le livre le plus vendu au monde. Et en écriture, en déclinaison d'écriture de langue, il manquait que le créole. En tout cas, elle a cette partie-là pris pour elle, cette partie-là pris pour elle. Mais je note aussi... c'est aussi le duo, et tu l'as annoncé, hein, le duo donc Telchid et Hector Poulet. Hein, Hector Poulet, on n'a pas cité Hector Poulet, mais c'est Hector Poulet. C'est Hector Poulet qui a impulsé justement cette dynamique-là, parce que, et puis c'est vrai que c'est convoqué en parlant de Sylviane que j'ai connue rapidement, mais on a eu l'occasion d'échanger de belles émotions, elle et moi, mais c'est surtout convoqué certaines autres figures de pro de notre histoire, puisque c'est aussi sur l'exemple, justement, je m'appelle de Papa Yaya, qui était sorti du système français, éducatif français, a créé justement sa propre école, parce qu'il voulait justement réhabiliter et réinsérer ceux qui, effectivement, les enfants qui ne pouvaient plus, effectivement, être dans l'apprentissage franco-français. Et c'est par le créole qu'il voulait leur donner la dynamique, effectivement, de compréhension et d'appréhension, justement, des instruments, justement, de l'académie, ou en tout cas les bagages académiques qui leur permettraient d'être des hommes et des femmes de demain. Et Hector Poulet, partant sur cet exemple-là, justement, a compris qu'il fallait faire du créole un instrument, hein, justement, sociologique, politique surtout, mais de réussite. Hein, là-dessus. Et puis en questionnant justement ses camarades alentours, c'est que Sylviane qui a répondu présent. Donc, justement, ce militantisme-là, ça, il est à observer, à remarquer. Et aujourd'hui, bien évidemment, nous avons justement le CAPES créole. Et Jack Lang, effectivement, a joué le jeu à l'époque, hein, dessus sur ça, pour faire intégrer cette langue-là. Et donc, on ne peut que se réjouir, se satisfaire et surtout poursuivre son œuvre. Oui. C'est ça qui est important. Saluons cette icône, véritablement. Alors, on va continuer avec Raymond. Raymond, bye bye, Sylviane Telchid. Oui, c'est le cycle normal de la vie, dit-on, mais c'est vrai que c'est pas une personne que j'ai particulièrement côtoyée. Cependant, je sais que c'est quelqu'un qui a fait quand même pour la culture, pour la langue créole, beaucoup de choses. Et bien, aujourd'hui, elle va continuer à vivre avec nous, avec les œuvres qu'elle a laissées.
Et donc, paix à son âme. Personnellement. Et bien entendu, Raphaël. Alors j'étais beaucoup plus proche d'Hector Poulet. Mais Sylviane, on s'est quand même fréquenté un petit peu dans les années 90-2000. Je crois qu'au-delà de Sylviane, il y a la Guadeloupe d'après-guerre. La génération des baby-boomers nous a fourni des grandes familles. Il y avait de grandes familles avec des grands noms. Et la famille Telchid, c'est une grande famille, une grande et belle famille. On a l'impression qu'il y avait une mission. Et quand on voit le travail de Sylviane, la manière dont elle y est arrivée, parce que ça n'était pas gagné au départ, elle a créé de toutes pièces, elle est très symbolique de cette génération baby-boomer, donc des années après-guerre. Et j'ai dit ça pour passer la main aussi aux nouvelles générations. Qui ont mis... C'était la génération du mouvement de revendication identitaire. Ça, c'est important. C'était le problème de notre génération. Et elle a fait, en particulier avec Hector et d'autres, du créole une cause nationale. N'oublions pas d'où on vient. D'une langue bafouée, d'une langue blessée, d'une langue triturée, martyrisée, interdite, bien sûr. Et elle a fait du créole une cause nationale pour nous. Elle a remis aussi la femme, et la fameuse femme, la maîtresse, tous ces modèles de femmes, au cœur de la vie sociale et au cœur de l'émancipation d'un peuple. Parce qu'elle était une maîtresse femme, comme on dit. Et enfin, elle a sorti le créole du patois. Et ça, c'est un truc considérable. Moi, je crois qu'un petit peu en conclusion, je dirais, puisque tout le monde a dit, pour moi, c'était une prêtresse culturelle. C'est plus qu'une icône. Elle a pour moi l'incarnation d'une prêtresse. Elle a officié pendant toute sa vie, et ça restera éternellement, pour faire de cette, non pas une religion du créole, mais quelque chose qui devait avoir droit de cité, autour duquel on pouvait construire un peuple, construire une cause nationale et avoir une fierté, et un terme que tu aimes bien, avoir une verticalité. Et pour tout ça, on ne lui dit pas au revoir, on lui dit simplement merci, et ça continuera. Merci, ça continuera avec tous ceux qui sont là. Et puis... Moi, je veux dire quelque chose. Oui. C'est que c'est vrai que ce que tu dis, ni toute une génération qui effectivement, dans la génération là, tu as une intelligence, tu as des beaucoup Jean Bernabé, qui tu beaucoup Donald Collage Olivière, et puis tu as, si vous voulez, organisation syndicale, c'était le GEG, qui met en avant, à part dire ça parce qu'il était secrétaire général, le premier secrétaire général là, c'était Lucien Gailladine, dans cette époque à Lucien, que nous mettons en avant comme axe principal de travail en syndicat, la pédagogie et la culture. Et c'est essentiellement le travail là ça que nous battons. Les premières réunions que nous avons fait, bon, il y a le GIREC qui créé à niveau à l'université, etc. Et c'est tout travail là, ça a déjà, Hector Poulet était là, bon, c'est tout travail collectif là, ça. Contrairement à si vous voulez, période à l'Orient, où il était isolé, était tout seul, là, tu as tout ton travail collectif que tu as fait avant, qui va encore plus ballant à tout ça. Espérons-le, soit dit là. Très bien. Je crois qu'il y a, juste pour faire, elle vaut le coup, il reste 30 secondes sur elle. Il y a deux mouvements qui ont traversé cette génération-là. Bon, on n'est pas là pour faire l'épitaphe, nous là toujours, mais qui se sont très très bien mariés avec cette génération post-baby-boomer, après-guerre. Donc les gens qui ont eu 20 ans, 70, 80, quoi. Ouais. Je dis ça parce que j'ai affaire à beaucoup de jeunes maintenant. Et je leur dis, mais quelle est votre mission générationnelle? Parce que nous, c'était clair. C'était permettre au pays d'avoir une certaine verticalité à travers le trait. Et donc, nous avons été deux choses. Nous avons été rebelles et réformateurs sur beaucoup de choses, et nous avons été en transgression, ça veut dire plus que révolutionnaire, dans d'autres domaines. Et c'est pour ça que je parle de prêtresse. Sylviane a officié tranquillement avec toute cette équipe-là, c'est vrai, et tout le mouvement qu'il y avait autour. C'était bon, Édouard le disait, c'était une figure de proue. Et pendant longtemps, elle était seule, il ne faut pas croire, avec quelques apôtres autour d'elle pour faire passer le message. Et après, la mayonnaise a prise dans le peuple, dans l'adhésion, les mouvements changent. Le mouvement social a changé et puis ça a adhéré. Mais le travail considérable qu'elle a fait, c'était sortir de l'inertie, sortir du passif dans lequel nous étions culturellement, identitairement, socialement, en termes d'appartenance et tout, et nous donner cette verticalité, cette beauté qu'on a aujourd'hui et qui rayonne.
bien qui rayonne, c'est important de le dire. Hein. Et puis, enfin, il y a lieu de souhaiter que cet élan guadeloupéen, cette ambiance guadeloupéenne perdure, parce que nous sommes dans un espace, on le dit, ne cesse de le dire, linguistique binaire, et que le créole doit être à la hauteur des enjeux de notre territoire, mais des ambitions aussi. Oui, mais ça perdure avec justement toute une jeune génération d'enseignants en langue et culture créole et de gens habilités qui ont une force extraordinaire. Oui, mais René, ça perdure, mais il y a quand même des ombres importantes. Hein. Oui, bien sûr. La dénatalité, la perte de la population, le vieillissement de la population, le fait que le solde de renaissance, de renouvellement ne se fait pas, et que donc dans un horizon de 20-30 ans, on pourra se poser la question, où sont les Guadeloupéens, hein. Bon. Oui, et la théorie du grand remplacement qu'on applique à droite et à gauche, on pourrait peut-être la voir ici aussi. Hein. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas oublier que, juste derrière ça rapidement, parce que c'est vrai que tu as raison, consacrer un peu de temps donc, à son œuvre, en tout cas à son action, sur le volet identitaire quand même, est remarquable. Parce que c'est vrai, et tu l'as annoncé Raphaël, n'oublions pas que nous avons connu très récemment qu'il était interdit par les créoles. Oui, absolument, nous savons ça. Hein. On ne se devait pas parler français, interdit de parler créole. Parler créole, là-dessus, c'était le français qui était de rigueur. Et justement, toutes ces contributions, ces implications, ce côté militant, donc, ont contribué, justement, ont permis de faire de ce créole une langue, effectivement, véhiculaire, mais surtout un idiome qui permet aujourd'hui de pouvoir exister. À travers justement cette reconnaissance, à travers cette élévation-là, ce combat-là, aujourd'hui justement on a pu à rougir de parler créole. On s'en affranchit d'ailleurs tellement bien qu'aujourd'hui maintenant n'importe qui, quel allochtone qui arrive ici, a envie de s'épancher sur la langue créole, à parler là-dessus sur ça, à s'en imprégner. Donc quoi de plus sensuel et sensible justement sur le volet de la reconnaissance de ce que nous sommes, de l'identité et de ce combat culturel justement qui est le nôtre aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est bien dit. Hein. Nous devons signaler aussi que le français a façonné nos esprits, notre manière à nous de nous exprimer, c'est une réalité. Hein. On étudie en français, on vit des fois de plus en plus. Mais le créole doit faire son chemin. On sort d'une culture atavique aujourd'hui. Au-delà de tout ça, on ne va pas jouer sur les mots. Il y avait un rapport d'impérialisme, comme dans toutes les mots, entre le français, le créole et tout ce qui représentait le nègre. Oui. Et ça paraît facile, évident maintenant, parce que tout est passé, toutes les langues régionales, les langues culturelles et tout. Moi, je me rappelle à l'époque, parce que j'étais jeune étudiant, on était dans toutes les causes, comment ça s'appelle, bretonnes, avec Pierre-Jacques Ezélias et le Cheval d'Orgueil. On était dans toutes les causes occitanes, avec le parler croquant. Sauf la tienne. J'étais pas mais on savait déjà. Et donc, il y avait tout ce remue-ménage des revendications territoriales et qui allait constituer la nation plurielle que représente la France. Il n'y a pas de problème pour moi sur ça. Mais le rapport essentiel est un rapport impérialiste, c'est un rapport de colonisation et d'interdiction de citer, de parler, et le créole était même pas un rêve, puisque dans les familles même, on t'autorisait pas, c'était interdit. Oui, c'était interdit. Donc le travail était considérable, hein, et si c'est acquis maintenant, tant mieux, et honneur à elle. Voilà, c'est bien dit concernant la langue. Alors, Miss, on va y aller, on poursuit rapidement. La pub, alors, on me signale une page publicitaire, et nous allons retourner avec vous, téléspectateurs, dans quelques instants. Nous sommes de retour. Nous poursuivons avec les préliminaires. Nous allons bientôt en terminer. Alors, nous avons parlé de Sylviane Telchid. Venons-en maintenant à la journée internationale des droits de la femme, qui s'est tenue, je crois, c'était le 8 mars 2023. Écoutez, c'est quand même une institution, c'est un événement de taille, on le voit, qui rassemble non seulement les femmes, mais aussi les hommes, parce que c'est une fois à l'année, et suite à plusieurs luttes. Alors, qu'est-ce que vous inspire ce moment-là, Raphaël? Quel est ton regard là-dessus? Oui. Alors, il y a deux choses. Hein. Bon, l'histoire d'une journée, ça fait très marketing social marketing. Une journée pour la femme, une journée pour l'homme, une journée pour le sida, une journée pour ceci, d'abord. Donc, beaucoup de gens critiquent ça. La femme, c'est tout le temps. Mais quand même, je vais sortir de cette critique a priori. Bon, c'est une bonne chose. Pour si jamais ça permet de faire un focus
de réfléchir, de voir la condition, de voir les droits humains, les droits de la femme, de voir comment ça évolue, quelle est la problématique de la femme dans notre société locale et dans la société globale, et dans la société humaine. La femme reste encore, qu'on le veuille ou non, dans beaucoup de pays, ce continent noir qui n'a pas encore révélé toute sa puissance en termes d'accompagnement dans le développement et des sociétés. Donc si c'est ça, faire un focus et puis en discuter réellement, ça va, c'est bien. Bon, si c'est une pub marketing parce qu'il faut faire une journée de ceci, de cela, bon, c'est pas très intéressant. Alors en Guadeloupe, c'est bien supporté. Il y a des associations qui sont très dynamiques autour de la femme. Il mériterait qu'un travail soit fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, sur la place de la femme dans le développement et dans les révolutions. C'est fait, mais le travail est fait, mais il n'est pas rassemblé. Il y a toujours une femme, à un moment donné, qui va servir de point d'inflexion entre deux développements. C'est pour ça que je parlais de Sylviane, quand je dis que c'était une prêtresse. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé sur le créole, etc. Mais il est clair que le déclic qu'elle a amené avec son équipe et tout autour d'elle, c'est pas par hasard que son nom est resté avec Hector, mais c'est important. Et donc, la femme, à l'heure actuelle, ou en Occident, un Occident blanc, on est dans une espèce de cancel culture, de woke culture, de théorie du genre, de ceci, de cela. Je m'interroge. Pour moi, la femme, c'est pas que je sois de l'ancienne école traditionnaliste et tout ce qu'on veut comme ça, mais la femme reste quelque chose, une valeur importante, comme l'homme. Et c'est vrai que les droits humains appliqués à la femme sont arrivés beaucoup plus tard que les droits universels, que les droits humains appliqués à l'homme. Il reste du rattrapage à faire, beaucoup, mais on est en bonne voie. On est en bonne voie. Alors, oui, bon, Ramaï, nous tous, nous y a un moment, n'est-ce pas, comme il a dit, il y a assuré mission A et le maire, mais on voit que ça va beaucoup plus loin, dans la mesure où on fait de cette journée, le 8 mars 2023, vraiment une institution, puisque partout on en parle, il y a une couverture médiatique extrêmement de taille sur la question, sur cette réalité-là, droits des femmes. Qu'est-ce que cela t'inspire, toi, en tant qu'homme, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de la journée des hommes, hein? Non. Journée des droits des hommes. Ça va venir. Oui, c'est vrai que pour moi, c'est une bonne chose. Comme tu as dit, nous, toutes nos mamans, je serais tenté de dire aussi, nous, tous nos papas. Ah là là, oh là là, il faut dire aussi. Nous, tous nos mamans, nous, tous nos papas. Donc, mais c'est vrai que de par le monde, la femme est considérée, je serais presque tenté de dire, comme un sous-homme. On voit dans certains pays, comme le traitement de la femme, c'est pas digne de traitement d'un être humain. Et c'est quand même important, si chaque année, enfin, c'est un travail de tous les jours, mais si chaque année on met l'accent, il y a cette couverture médiatique pour pouvoir mettre en évidence la problématique de la femme de par le monde, et en espérant que chaque année, chaque jour, les choses vont avancer dans le sens d'un épanouissement, ou en tout cas d'arriver vers la possibilité de considérer la femme comme étant un être humain comme l'homme. Parce qu'on voit bien que dans certains pays, la femme, c'est un peu à côté de la société. Elle ne participe pas dans les décisions de la vie de tous les jours. La femme est là pour faire des enfants. Elle ne doit même pas se montrer son visage. Donc, c'est pas normal. Et arriver à cette égalité déjà entre l'homme et la femme de ce point de vue-là, pour moi, ce serait déjà une bonne chose. Et puis après, il y a tout le combat à mener sur l'égalité au niveau du travail, au niveau des salaires, au niveau des responsabilités dans la vie de tous les jours. Donc, pour moi, c'est une bonne chose et il faut continuer pour arriver à amener cette considération de la femme comme étant un individu, un être humain à traiter à l'égal comme tel. Comme tel. Voilà. Oui. Alors, on va venir à René, mais je dois signaler aussi qu'on parle de la femme, mais on a le sentiment aussi que dans le monde existe des femmes, parce qu'il y a une vision occidentale de la femme. Et nous devons aussi, peu importe la manière dont ça se déroule en Orient ou en Asie, parce que si vous allez en Iran, si vous allez par exemple dans d'autres pays, en Arabie Saoudite,
il y a une perception de la femme et les pays vivent. Peut-être l'Occident intervient un peu trop là-dedans, n'est-ce pas, René? Alors, Journée internationale de la femme. Non, enfin, à part des droits de la femme. Tout à fait comme ça, problème là à poser, même si à l'heure actuelle, il y a un problème beaucoup plus large. Il ne s'agit pas de droit inné, un droit qui... D'accord. Okay. Alors, il faut savoir que la journée internationale de la femme, ça n'a pas venu comme ça. Ça vient effectivement à niveau des pays industrialisés à l'époque. Et ça vient d'une grève extraordinaire menée par les femmes de la classe ouvrière américaine qui étaient à travail et qui étaient à exiger qu'il y ait un salaire plus décent que ça et qu'il n'y ait pas là, qui ait un salaire vraiment sous-payé. Et ils ont mené une lutte raide. Ils sont morts, d'ailleurs, pour dire ça. Et l'international socialiste à l'époque, puisque c'est des femmes de la classe ouvrière en particulier qui menaient le combat à ça, l'international socialiste appuyait à fond dans tous les pays industrialisés, était une certaine force combat à ça. Et c'est comme ça qu'elle vient imposer le 8 mars comme la journée internationale des droits de la femme. C'est-à-dire revendication à l'égalité. Homme-femme. Il ne faut pas oublier qu'à la fin de la guerre, les femmes, la Deuxième Guerre mondiale, les femmes n'ont pas le droit à voter. Ils n'ont pas le droit à voter. Hein. C'est dans les années 50 que ça a débloqué tout ça. Hein. Donc, en fait, c'était un combat fondamental pour qu'ils puissent trouver dans cette société-là, à égalité de droits, de respect, qui restant à la société-là. Donc, c'est un combat extraordinaire, même dans la société industrielle, parce que dans la société industrialisée, t'es ni aspect là ça que la femme, si vous voulez, t'es inférieure à l'homme. Ça quand rejoint les thèses impérialistes qui a dit aussi que d'autres peuples inférieurs à d'autres peuples. Donc, combat là, ça, c'est un combat important. Et combat là, ça va continuer jusqu'à aujourd'hui jour, même si ça a un petit aspect parfois de fête de la femme, etc. Mais il faut savoir que ce sont des journées où les femmes qui ont avancé revendication à eux, c'est-à-dire le principe de l'égalité homme-femme, au niveau salaire, au niveau droit de vote, etc. Et le combat là, ça, c'est un combat international. Ça veut dire que ça ne va pas toucher les femmes ni les pays industrialisés, ni etc. Ça va toucher les femmes dans tous les pays du monde. En presque certain que si les femmes afghanes tenaient la possibilité de manifester, et ils ont manifesté d'ailleurs, ils ont aussi réclamer cette égalité-là. Égalité devant. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque aussi, il n'y a pas de moins de femmes faire grandes affaires habiter à l'école. Hein. Il y a dit simplement, il faut qu'ils savent, si vous voulez, coûte de butin, faire manger, etc. etc. Les femmes partaient dans l'école qu'on a dans l'école actuellement à égalité avec les hommes. Donc, son butin qui est important. D'autant plus quand tu disais l'année passée dans la discussion que la femme c'est la moitié du ciel de l'humanité, l'homme qui a constitué l'autre terrain, et que c'est tout à fait normal que les deux parties de l'humanité il y a suffisamment de force pour mettre une humanité en place. Et les femmes y ont caractéristiques particulières. Voilà. Alors, on est bien entendu à Édouard, quel est ton regard sur cet événement qui événement, je le précise, c'est une véritable institution, puisque chaque année on est là, et on a vu même cette année comment la population, le microcosme aussi féminin s'est focalisé autour de ce phénomène, de cet événement, avec des manifestations un peu partout en Guadeloupe. On a vécu ça, on a vu. Alors, quel est ton regard sur, ton analyse, ton regard sur cet événement, je le répète, qui est extrêmement important, à mon sens? Qu'est-ce qui est important? Alors, c'est d'abord la journée, à mon sens, c'est parce que c'est l'occasion pour que tout et chacun, notamment les hommes, puissent réfléchir quant à leur relation entre hommes-femmes. Et c'est aussi une question qu'on se pose, on doit se poser, puisque moi, à un moment donné, je me suis interrogé là-dessus, c'est de savoir, est-ce que le féminisme qui se revendique aussi fortement comme tel, y a-t-il pas là une tentation aussi à fragiliser la cohabitation pacifique des genres? C'est aussi ça. Parce qu'un peu partout, on a le féminisme qui s'exprime. Alors là, est-ce qu'il n'y a pas un risque de fragiliser la cohabitation pacifique des genres? Oui, c'est bien dit, parce que c'est là que nous sommes sur une ligne de crête, une ligne peut-être de fracture aussi. C'est-à-dire que trop de droits tue le droit. Parce qu'à un moment donné, le contexte a été rappelé, et très bien rappelé. Moi, tout ce qui est... Et c'est vrai que René,
Raymond discutait de quelque chose qui me questionnait, c'est quand est-ce que le droit des hommes... Mais en même temps, j'ai envie de lui répondre en disant que le droit des hommes, fondamentalement, il est presque, je dirais, intrinsèquement lié à ce que nous sommes, même consubstantiellement parlant. Et donc, par extrapolation, créer des droits annexes ou connexes aux femmes, reconnaître, c'est déjà donner une sorte de primauté, justement, donc, à la masculinité. Je dirais même, je vois certains, une sorte de phallocratisme exacerbé dessus, et le comparer justement à ce que la femme, elle, revendique, appelle justement en termes d'égalité, tu as tout à fait raison, puisque le droit des femmes, ce n'est pas reconnaître des droits spécifiques à la femme. Attention, parce que c'est vrai que certains ou certaines, justement, se gossent de droits en parlant, effectivement, en pensant justement à une certaine spécificité. Non, il s'agit tout simplement de permettre justement une montée, justement, en termes d'égalitarisme, d'égalité, justement, par rapport à son homologue masculin. Et c'est là où, justement, la ligne de crête ou la fracture peut coexister. C'est au nom, justement, de ces droits, et c'est vrai que cette poussée, justement, législative, jurisprudentielle, factuelle, pousse effectivement à ce qu'il y ait un encadrement juridique qui autorise la femme à être effectivement l'égale de l'homme, mais par les écritures textuelles là-dessus. Mais est-ce que moralement parlant, justement, est-ce que dans un contexte de relation, justement, femme-homme, justement, est-ce que instinctivement, l'homme, effectivement, aura ce regard-là et la femme vice-versa? Un exemple très concret. Au titre des égalités, moi, je considère que je roule dans une voiture ma compagne, donc j'ai un pneu qui est crevé, donc je m'arrête. Est-ce que je dois systématiquement descendre pour changer le pneu? Au nom de l'égalité, donc je pourrais être à même d'entendre, dire, écoute, ne t'inquiète pas, c'est moi qui descends pour changer le pneu. Quoi qu'il y ait des mécanismes aussi intéressants que justement une simple bombe pour gonfler le pneu. Mais tout cela est peut-être, je dirais, hilarant, mais ça dénote bien effectivement la notion d'égalité qu'on peut percevoir à géométrie variable et l'interpréter justement sous des angles qui peuvent être obséquieux, malsains ou bien tout simplement sains. Dès lors que moralement on a appris que effectivement que la femme doit être considérée comme un être humain, au titre de droits humains qu'elle a comme l'homme lui-même, doit être considérée comme un individu, un être humain, je dirais, à part entière, et non entièrement le contraire. Donc, moi, ce qui m'inquiète, justement, c'est justement la manière dont, effectivement, on perçoit ces droits, qui sont importants, qui sont intéressants, parce que ça provient de luttes. Et elles ont eu besoin de ces luttes-là. Et c'est vrai que Raymond l'a rappelé aussi, quand on regarde le monde, la manière dont le monde, la condition de la femme est distribuée, on considère bien que quelque part, que bon Dieu, mais non, il y a besoin effectivement de ces droits en termes effectivement d'existence, mais de la reconnaissance internationale de ces droits. Et que certains pays, quand même, puissent moralement et religieusement changer de paradigme sur la façon de considérer la femme. Et ça, mon Dieu, on est loin du compte là-dessus sur ça. Maintenant, c'est vrai de manière beaucoup plus contemporaine, c'est vrai qu'il y a des situations qui ont été rappelées ici, qui ont besoin effectivement de justesse quand même en termes d'ajustement. Oui, c'est ça, effectivement, mais ne pas faire de la femme, en tout cas de sa condition, une variable d'ajustement, mais plus effectivement une variable d'égalité, puisque quelque part, je ne peux pas, à salaire, à diplôme constant, donc à parcours académique constant, ne pas avoir une rémunération, je dirais, et qui soit ce qui serait, pour moi, je dirais, une entorse, effectivement, a déjà un principe moral quand même là-dessus, donc valablement être payé pour le travail qu'on a effectivement eu le même parcours, et puis ça montre bien qu'il y a une évolution morale de la société. Oui. Je n'indique pas que l'homme lui-même, en ce qu'il est, mais la société doit pouvoir évoluer dessus et être attentif justement à donc ce foisonnement législatif qui ne doit pas concourir justement à donner plus de droits ou à penser qu'on est dans une situation plus de droits, mais au contraire donc à lisser la relation homme-femme. Puisque aujourd'hui, tu as raison et c'est mon mot de la fin dessus, puisque je prends l'exemple du mariage. On voit un peu ce que ça donnait. Parce que le vrai problème du mariage, c'est celui du divorce. Et quand on regarde bien les conditions dans lesquelles on se retrouve à divorcer, on peut questionner justement la façon de vivre l'équilibre homme-femme à travers ça. Et c'est pas une question d'égalité, hein. C'est plus une question d'égalité. Donc la question des droits de la femme ne peut pas se résumer qu'à de simples droits, mais doit se résumer effectivement à la manière dont la société globalise la relation homme-femme au jour d'aujourd'hui. Et sur ce point-là, tu parlais de lignes de crête, mais c'est déjà en France et aux États-Unis, non plus des lignes de crête, mais des lignes de fracture. Absolument. Et le débat, comme il se pose, et là, il est ouvert. Les sociétés sont déjà en plein dedans. Hein. Enfin, en tout cas, la France et les États-Unis. Il y a une vérité culturelle qui, pour beaucoup de personnes, s'oppose à une réalité naturelle. Entre nature et culture. Donc, la culture, c'est le droit. Bon.
c'est vrai, on ne va pas faire une inflation de droit pour définir quelque chose qui est de l'ordre d'un contrat de vie commune et de bienséance. Mais on s'aperçoit bien que ce rapport entre nature et culture, qui est repris dans les religions, qui est repris de manière très verte aussi par rapport à ça, renvoie d'un côté à des branchements féministes et féminisme. Il y a des revendications très très fortes du mouvement féministe pour aller au-delà. Ça renvoie aussi à tout ce qu'on joue maintenant, et c'est un problème culturel sur la théorie des genres, comme si les genres devaient avoir à se prouver quelque chose pour être ce qu'ils sont. Et surtout, pour reprendre ce qu'on disait, ça renvoie à une confusion maintenant importante entre le débat sur l'égalité et le débat sur l'identité. L'identité. Et là, il y a une espèce de mix de go-between qui est fait et qui entraîne beaucoup de confusion. L'égalité est un rapport de droit, est un rapport effectivement de vision, de morale, etc. L'identité, je ne vois pas ce que ça peut donner. Donc, il y a là quelque chose qui en permanence louvoie entre des acceptions qui posent problème par rapport à des corps organisés, des corps institutionnels, des données patrimoniales qui sont un petit peu en opposition ou en sensibilité par rapport à ça. Par rapport à cela. Alors souhaitons que vive cette cohabitation pacifique. La question de l'égalité s'est posée même dans le débat sur la retraite. Oui. Puisque dans le débat sur la retraite, les organisations syndicales faisaient remarquer que si les femmes étaient à égalité de salaire avec les hommes, la sécurité sociale aurait gagné 4 milliards. Donc, on aurait couvert une grosse partie du déficit dont on parle. Donc, ça montre bien que c'est quelque part un problème de rapport dans la société qui n'est pas encore résolu. Parce que ce principe, et où sorti, tu as expliqué ça, enfin même études, etc., principe là, ça, son principe juste, d'égalité, de bon sens. Il peut être dérogé. Il est discriminatoire. Oui. Il est discriminatoire. Enfin, actuellement, il n'a pas fait un autre thème central. Je voulais même ajouter quelque chose sur... Effectivement, il faut avoir une certaine égalité, mais il faut faire attention aussi pour ne pas, dans une société, et on a tendance, en tout cas, il y a une perturbation à ce niveau-là, j'ai l'impression, dans l'esprit de certains, pour ne pas créer une sorte d'opposition entre les hommes et les femmes. Il y a de certaines situations, bon, on a parlé du mariage, on a parlé de certaines de choses. La femme occidentale se trouve comme étant une femme de référence par rapport aux autres, aux Iraniens par exemple. Ils ont tendance à vouloir être comme la femme occidentale. Mais pour revenir sur le plan guadeloupéen, nous avons aussi quelques efforts à faire, parce que j'ai l'impression que, et c'est plus en pensant à la société guadeloupéenne que j'ai l'impression que, peut-être que je me trompe, en tout cas je le souhaite, qu'il y a dans certaines situations une sorte de conflit entre la femme et l'homme. Et il faut veiller à cet équilibre pour ne pas créer un véritable conflit, je dirais généralisé, entre l'homme et la femme. Parce qu'on voit de plus en plus, Edouard a parlé de... Est-ce que c'est moi qui dois systématiquement descendre pour réparer le pneu de la voiture? On demande l'égalité, c'est vrai, moi je ne suis pas contre. Avec un regard un petit peu plus en tant que responsable économique, notre ami René a parlé de ça. C'est vrai, à études égales, salaire égal. Mais il y a aussi, une femme, c'est pas un homme, quoi qu'on dise. Il y a aussi des exigences. Des exigences dans la vie d'une femme qui ne sont pas les mêmes que les exigences dans la vie d'un homme. Il y a aussi l'état physique d'un homme, selon le travail effectué. La femme ne peut pas, la femme ne peut pas donner le même rendement. Je refais un regard un petit peu plus chef d'entreprise, que je dirais. On ne peut pas. De toute manière, il y a des différences. Mais il faut tenir compte. Je ne dis pas non. Mais il faut tenir compte de tout ça, mais il faut aussi tenir compte de ces exigences intrinsèques. Mais si cette égalité totale, elles finiront par dire au scandale. Non, mais l'égalité peut avoir lieu. C'est l'identité, c'est la confusion de genre qui peut poser problème. Et c'est vrai qu'à partir de la réalité, les sociétés sont organisées en statut et en rôle attribués, attendus et distribués.
Un homme, a priori, hein, il y a un certain nombre de choses qu'on attend de lui. Il y a certaines choses sur l'autre qui le structurent dans sa perception et dans sa vie. C'est pareil pour une femme. Et maintenant, on s'aperçoit que les conflits se font sous les statuts et rôles qui deviennent de plus en plus croisés. Bon, c'est peut-être bien, hein, c'est pas ça que je vois en cause. Mais peut-être que dans certaines sociétés, ça génère un mal-être ou une souffrance encore en plus, parce que cette indétermination de qui est qui fait quoi, dans quelles circonstances, etc., entraîne une confusion qui ne permet pas la structuration nette, en tout cas pour nous les psychologues, en termes d'identité psychosexuelle aux individus. Or, l'identité psychosexuelle, c'est quand même ce qui est la base de la personnalité. C'est bien dit, donc on va devoir poursuivre, hein, puisque nous allons arriver au cœur même de l'émission. Je voulais simplement dire, juste une petite chose, c'est pas sur la fin. Il y a un troisième événement qui s'est produit dans la semaine, qu'on avait, nous parlions au voit ça. On procurait qu'à fond communiqué, dans l'affaire Clodo, qu'à fond communiqué pour essayer de justifier. Choix et décision. Décision à choix. Et qu'a dit, bon, mais de toute façon, c'est Jacques qui a décidé, mais en plus, c'est quelqu'un qui font communiquer, et pas qu'à vous communiquer là, bah, les organes de presse, bah, les rédactions, il a envoyé directement à l'AFP. Alors ça aussi, son premier, quand on va dire prochain, et puis il a posé un certain nombre de questions, en les, parfois, quelques réalités à la justice. À la justice. Mais enfin, c'est un élément qu'il fallait dire. En tout cas, le comité, il y a un peu de temps. C'est comme ça que ça va passer. C'est comme ça que ça va passer. Est-ce qu'il faut alors dire, parce que ça me... Mais non, mais bon, on n'est pas sur le sujet. Alors, mais oui, on va venir, on vient quand même au cœur de notre émission. Hein. Alors, nous sommes au cœur de notre émission. Le thème va s'afficher donc à l'écran, à savoir Pointe-à-Pitre, déshabiller Pierre pour habiller Paul. Alors, nous sommes tous des Guadeloupéens, nous avons vécu, nous avons pris naissance, nous avons vécu sur cette terre, nous connaissons l'histoire de Pointe-à-Pitre. À regarder Pointe-à-Pitre à travers le temps, qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce qu'il y a une certaine forme, je dirais, d'égoïsme de territoire qui s'affiche entre les communes et que maintenant ça se déplace dans une forme d'égoïsme intracommunautaire et même intercommunautaire au niveau de la Guadeloupe. Alors, Raphaël, quel est ton analyse là-dessus? Je vais aller rapidement parce qu'il faut que tout le monde ait vraiment le temps de s'exprimer. Non, il n'y a pas d'égoïsme, il y a une histoire. Il y a une histoire. Il y a une histoire et il y a un passé qui est devenu un passif, lourd. Alors, ce qui est important... Et c'est facile de voir maintenant à 2023 par rapport à 1970, etc. C'est toujours facile, après, a posteriori, d'éclairer. Il y a deux choses maintenant. Il y a dans la problématique de développement moderne d'une société, d'un pays, d'un territoire, il y a une nécessité d'équilibre dans le développement. Ça, c'est clair. Les concepts, les équipements, la distribution, les services, les équipements structurants, tout doit être réparti de manière à peu près équilibrée. Il y a des choix stratégiques. Il y a des choix équilibrés, stratégiques, qui rendent compte à la circulation sur le territoire et puis à la zone de valeur ajoutée extra. Ça, c'est vrai. Hein, donc, bon, maintenant, sur ce que concerne Pointe-à-Pitre, le Cap Excellence et Pointe-à-Pitre, il y a quand même aussi, dans cette même nécessité d'équilibrer un territoire, de ne pas donner une prime de gestion calamiteuse à des gens qui n'ont rien foutu pendant longtemps. Bon, Pointe-à-Pitre, je ne vais pas faire d'exégèse, mais vous êtes au courant. Pointe-à-Pitre, pendant 20 ans, 30 ans, c'était un eau... Je ne sais pas ce que c'était. Et maintenant, on subit les conséquences. On subit les conséquences, et je comprends très bien que d'autres qui ont fait des efforts de vision, de développement, de structuration, râlent, parce qu'apparemment, on fait une OPA sur leurs biens pour effectivement, dans ce cas, je te rejoins, déshabiller Pierre pour avoir Paul. Bon, maintenant, il y a peut-être une vision plus diplomatique à avoir, mais on parle quand même de cette fracture entre des gens qui n'ont rien foutu pendant 20-30 ans et qui ont plombé le développement d'un pays alors qu'ils avaient tous les moyens, comme les autres. Hein. D'autres qui ont eu peut-être des opportunités intéressantes. Jarry, c'est une opportunité extraordinaire. Mais il faut encore faut-il l'exploiter. Une opportunité, si tu ne la vois pas, tu ne fais rien avec. Hein. Donc, c'est un petit peu ce que je veux dire pour l'instant. Très bien. Alors, Amaï, quand on regarde les grands mouvements, sécurité sociale qui quittent, le siège quitte Pointe-à-Pitre, il y a l'IEDOM, il y a également Chambre régionale des comptes, il y a le rectorat, commissariat de police. On est en train véritablement, comme on dit chez nous, de débrûler Pointe-à-Pitre. C'est vrai que
Pointe-à-Pitre est en déclin, hein, et ça continue, hélas. Parce que par rapport aux années 50, on avait toute la zone du quai avec les déportations, les Canassini, les Ravins, les Viviès, tous les grands qui étaient dans l'importation, ils se sont aussi mutés là, ailleurs. Alors c'est vrai que lorsque toute l'activité économique, l'activité import-export, tout était basé à Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre était une ville cosmopolite et de rayonnante. Et puis les Pointois regardaient le reste de la Guadeloupe de haut. On dit, moi je suis Pointois, finalement, c'est comme si vous êtes un petit peu, on parlait de la femme tout à l'heure qui est sous-estimée, c'est un peu cette impression-là qu'on avait, lorsqu'on n'était pas Pointois, on était un petit peu à l'écart. À la périphérie. Et à cette époque-là. Et quand Jarry est né, je dirais, aujourd'hui, pendant l'émission, je pense à M. Chamougon, maire de Bémao de l'époque. Et on peut dire que c'est un peu lui qui a un peu déstabilisé Pointe-à-Pitre, parce que lorsque Chamougon a eu l'idée d'emmener tout ce qui est... Parce qu'il n'y avait rien à Jarry, c'était la mangrove. Oui, c'était la mangrove. Et donc, on a commencé à emmener le port, et ensuite les bateaux, et ensuite le développement de Jarry, que Chamougon, c'est lui qui est le père de la naissance de Jarry. Cette architecture territoriale. Ça a causé à déstabiliser économiquement Pointe-à-Pitre. Et c'est suivi de la déstabilisation culturelle, économique, commercial. Économique, et tout est devenu... et puis la municipalité, les Bangou, père Bangou, fils Bangou, et quand la partie économique est partie, je n'ai pas vu l'œuvre qu'ils ont mis en place pour maintenir ce rayonnement de Pointe-à-Pitre. Et Pointe-à-Pitre a vécu comme ça, au gré du temps, et petit à petit, Pointe-à-Pitre est descendu. S'effrite, et tout est parti. Aujourd'hui, Pointe-à-Pitre, c'est une ville... presque morte, pour ne pas dire morte, avec de l'insécurité. Et si Pointe-à-Pitre est encore, il y a quelques souffles de vie économique à Pointe-à-Pitre, culturellement, c'est Pointe-à-Pitre, c'est la décadence aussi. Hein. C'est parce qu'on a le port qui est encore là. Mais s'il n'y avait pas le port, il n'y aurait pas eu Pointe-à-Pitre. Il y a un moment quand Pointe-à-Pitre n'existerait plus. Donc, tout n'est pas perdu. Le maire actuel essaie de trouver des solutions, et mettre des velléités pour pouvoir relancer Pointe-à-Pitre. Mais courage à ce maire, parce que le travail est laborieux pour relancer Pointe-à-Pitre, remettre Pointe-à-Pitre à flot. Je pense qu'il y en a pour quelques années, quelques dizaines d'années, sur le plan budgétaire, ce que les Bangou ont laissé. Eh bien là, il va falloir quelques années. Et lorsqu'on parle, et là, vous en avez parlé tout à l'heure, là, lorsqu'on parle d'éjecter, l'État injecte de l'argent dans les collectivités qui sont en difficulté, mais c'est tout à fait légitime que les autres qui ont travaillé et qui ont, avec peu de moyens, qui sont restés à flot, des communes ont été dilapidées ou des collectivités ont été dilapidées, on injecte de l'argent là-dedans, et ce qui a pu tenir pendant par des temps difficiles, avec un budget restreint, de pouvoir tenir un certain équilibre. Donc, je trouve ça quelque part injuste. Et c'est là que je débouche tout de suite sur l'idée qu'il faut un statut de l'élu. Il faut un statut de l'élu pour responsabiliser l'élu quand il y a des déficits de ce type-là, de cette importance-là. Il faut quand même qu'il y ait aller chercher pourquoi on a eu ce déficit-là et où est passé l'argent. C'est peut-être pas perdu pour tout le monde. Donc, je suis un militant de parler qu'il faut un statut de l'élu. Il faut rendre l'élu responsable de sa gestion. Comme je prends l'exemple assez souvent de certaines collectivités, les administratifs, par exemple la douane. S'il y a un déficit à la douane, eh bien, c'est le responsable du bureau qui va renflouer. Ah ben, c'est des merdes. Et il faut que ce soit en équilibre. Il serait temps qu'en France, que l'élu soit responsable de sa politique.
C'est bien dit. Hein. Alors, on vient à René. René, c'est pas toi, René. On comprend toi. Oui. René après Tapite. Donc, on En connaît fait, là où il fait beau. En fait, la pointe, en fait. Les Syriens, Oui, en fait, la pointe. La pointe. En fait, la rue Bébian. La rue Bébian, oui. En fait, la rue Bébian, à Casa les élèves, le papa moi était loué. Oui. Et à un moment là, ça, en fait, quand papa, moi, grand-maman, moi, tout était là. C'est là, en fait. Après, on vient de la rue Nassau. La rue Nassau, oui. La rue Nassau, là, papa, moi, était bien et qu'il rangeait pour payer en case. Donc, vous connaissez bien les... En fait, l'école de la Pointe, effectivement, j'ai sa terminale. Oui. Et c'est là, jeunesse en moins en passé. C'est Massabielle. Alors, en pays tellement parlé des pères. Pourquoi? Parce qu'en passé, on tend Massabielle, mais attrapons Babevon l'abbé qui ramasse son couche, mais enfin bon passons parce qu'il était comme était frappé. Oui, et comme ça il faut des mots. À part c'est comprendre parce qu'il faut un petit fois moins pas pour ça pour couche. Bon, allez, parlons. Mais oui, mais ça c'est là qu'on est. Et passé après ça on fait l'école. Il faut dire aussi qu'à Massabielle à un moment là ça tenir des gens qui étaient protégés. Et tenir un lot injustice était faite. Et en tout cas, monter chaud, là, tenir injustice. Surtout là, comme Adam, c'était comme Adam Cartier, tout ça bien ça. Et ça arrive moi créer problème. Donc, je dis moi, allez chercher de l'autre côté. Et c'est comme ça rentrer l'école publique. Bon, donc ça fait très peu de temps. En fait, essentiellement l'école publique, et puis ensuite lycée, enfin, à l'époque, c'était le lycée Carouno qui était à la fois collège et lycée, tout bien ensemble. Et pratiquement, ces générations, moi qui ouvraient mes bouches en tant que seconde à un moment là. Ça. Donc, si vous voulez, à connaître la pointe avec Canal, à connaître la pointe avec le Ruisseau, où l'eau est montée, puisque la rue Nassau, c'est tout près Plaza. Donc, quand tu as un quartier là, tant que moi-même, tu as arrêté là, au bord Canal et tout ces bidons ça. Donc, à connaître la situation, Golomine, à connaître Mouna Pepel, etc. Toute période là, ça, à connaître la pointe là, ça bien. Et jeunesse en moins, en passé, en partie aussi, à partir de 13 ans, en les petits bouts, en particulier la Lésade, c'est pour ça qu'on a choisi d'arrêter Thibaut. Mais si vous voulez, la pointe, on connaît à un moment donné, où la pointe, Théadon et Théadon Crasse, c'est vrai, en particulier les quartiers périphériques. Quartiers périphériques, l'assainissement et comme ça. Où tenait pratiquement la petite bourgeoisie, t'es arrêté en centre-ville. Les quartiers qui étaient, c'était surtout le monde qui vient de la campagne et tout ça, les lacous et tout ça. C'était les bidonvilles. Notre travail qui fait pour effectivement assainir tout ça, on peut pas non plus, si vous voulez, condamner comme ça, ni tout un travail qui fait d'assainissement. À partir du moment où on commence à arriver à la modernisation de la ville, c'est à partir de là que le problème commence à arriver au niveau de la ville. Pourquoi? Parce que quand ils ont pensé la ville comme la ville tout seul, mais pas la ville et la Guadeloupe. À qu'à signaler les autres que Bastel aussi, tenions port à Bastel, ils ont fait banane, ils ont fait livraison à banane et que Bastel tenait. C'était les deux villes principales. La restante est considérée qu'on à connaître Bemao, parce qu'en militaire, il y a les paysans en la région à Bemao, nous tenions au cours du soir, quand on a fait. Bemao, c'était une petite commune perdue. Commune perdue. Donc, oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas été développé. Il trouvait pour extension A, et en particulier au moment des occupations de terre. Et tout cela, c'est là qu'il trouvait pour extension A par rapport au fait que les ouvriers et les paysans étaient bien côté pour territer. Et parce qu'il y a eu aussi, il y a un certain nombre de modifications économiques qui étaient posées. Développement j'arrive, pourquoi? Parce que port à la pointe, pas permettre encore les grands répondre aux conditions de commerce international, des grands transports et tout ces biens ça. Jarry a offert plus de possibilités. Et c'est comme ça que, si vous voulez, petit à petit, et Bastet, et Pointe-à-Pitre, parce qu'ils connaissent une sorte de descente en même temps. Et effectivement, Bemao profitait à la fois des occupations de terre pour agrandir, d'ailleurs, et en même temps, des développements Jarry, la containerisation et tout ces bidons ça, pour ni en sorte de pôle, parce que à partir du moment où les marchandises, regardez la pointe. La pointe pas ni territoire. À partir du moment où on tenait port là, où tenait effectivement les ports export qui étaient à l'époque là, hein,
pratiquement, hein, les grands magasins et tout ça, les grands magasins. Non, les grands centres de la monde qui a fait commission à Yo, en gros, et tout ce ça. L'import-export, c'était ça. Les négociants, c'était pas là. À partir du moment où on a dépassé, les négociants, bon, d'une part, ils ont déplacé aussi, pour là. Mais nous, on fait le deuxième phénomène qui arrivait, c'est que les grosses sociétés de distribution arrivaient et ils n'ont pas besoin encore style d'organisation, des gros négociants. D'ailleurs, tout est coulé l'un après l'autre, par rapport justement à certains installés au Jarry. Certains installés au Jarry. Ou alors transformés, hein, c'est ça, il y a fait d'ailleurs, tout ça, et rentrer dans la grande distribution, etc. Et c'est comme ça que déclin à Pointe-à-Pitre. Pourquoi? Parce que Pointe-à-Pitre commençait à perdre de population, petit à petit. Il commençait à perdre de population. Or, il ne faut pas oublier que la répartition à les moyens dans les villes et tout ça est lié à la quantité de population qu'il y a. Pointe-à-Pitre n'est pratiquement moitié moins de population qu'il a été à l'époque. Mais il est victime aussi du manque de, de développement concerté ça au niveau de la Guadeloupe. Pourquoi? Parce qu'à un moment en Guadeloupe, de manière générale, nous n'avons pas une maîtrise à qui gens nous a organisé le territoire là et nous avons développé le territoire. Le Sarovini, quand même. C'est-à-dire que où tu devant débuter, où tu as une volonté étatique qui était liée à des intérêts qui étaient à la fois étatiques et des sociétés étatiques qui étaient liées à, en particulier des CGF, qui viennent par la suite et tout ça. Où tu as une volonté de réorganiser ça et de déplacer, si vous voulez, et où tu as un axe qui a été bien fait pour l'aéroport. À niveau là, ça, c'est pour ça que petit à petit, l'aéroport aussi trouvé une transformation. Et ça a des conséquences sur le plan économique. Une fois que ça a des conséquences sur le plan économique, ça a des conséquences aussi sur le plan de l'habitat. Oui, sur le plan social et sur le plan de l'habitat. Oui. Toutes ces zones-là, ça, qui est actuellement très peuplées, qui ont augmenté considérablement en population, à Bemao, etc., ça n'a pas existé. Bemao, pas toute sa population. Les abîmes, déjà, n'y ont moins de population, mais les abîmes même, t'es pratiquement dit dans Pointe-à-Pitre, puisque où tu as passé Michel, où tu as entré à Vieux-Beau, abîme, ça y est, tes abîmes déjà. L'assainissement, c'était même mis là, on côté la pointe, on côté ces abîmes. Donc, si vous voulez, Pointe-à-Pitre, à un moment donné, bénéficier de certains modes de développement économique qui permettaient de développer, etc., combattre avec la banane par l'autre côté là. On voit un effondrement, on voit que les biens modernes entrés, la conteneurisation, ils ont réorganisé complètement bien là, mais parfois sans que nous-mêmes nous n'ayons prise en laissant. Donc, il faut dire ça. Hein. Deuxième problème, c'est qu'il faut bien reconnaître aussi en bitin, c'est que même découpage en nous en communauté de communes, ça, Guadeloupe est un responsable politique, Guadeloupe est un responsable à ça aussi. Hein. Oui. Bon, là où il dit, il fait découpage là, il n'a pas rien fait découpage là. Hein. Si bien que c'est le préfet là qui fait, et là, le préfet là fait, tout le monde va bien, à dire, à partir comme ça, etc. Mais ça a bien montré que. On vient quand même à juste un mot, parce qu'il faut quand même que. Bon, il y a quand même un tournant. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais il y a quand même un tournant net. Autour des années 70. Oui, les années Avant 70, c'est la colonie et ses comptoirs. Absolument. Après 70, c'est la modernité et Pointe-à-Pitre n'est pas rentré dans sa modernité. Il n'est pas rentré dans sa modernité. Voilà. Alors, Édouard, c'est aussi. Voilà. Édouard, donc, enfin, pas te connaître Pointe-à-Pitre dans les années 70, je suppose. Je ne suis pas de pas encore né, comme on dit. Tu n'étais pas encore en fabrication, comme on dit. Peut-être un projet, peut-être. Oui. Non, mais quand même, vous savez, ce thème-là vient directement du fait que j'ai vu, il y a une vidéo sur Facebook, le Karam, et ça fait ting chez moi. Et donc, c'est de là le thème on est venu à ce thème-là, à cause de ça. Alors, quand on regarde, par exemple, il le dit d'ailleurs, les rues de Nouzières, les grands axes routiers de Pointe-à-Pitre, on voit que ce n'est pas Pointe-à-Pitre qu'on a connu avant. Donc, c'est là que se pose le problème. Étant dans un ensemble, je dirais, de la communauté d'agglo, alors, je ne sais pas où commence la solidarité, où se termine la solidarité, mais nous sommes en droit de nous interpeller sur la vie, ce qui se passe à Bemao. Parce que quand on quitte Papa Bemao à Pointe-à-Pitre, quand on quitte Bemao, on vient à Pointe-à-Pitre, il y a une différence. Quand on sort aux abîmes, on vient à Pointe-à-Pitre, il y a une différence, n'est-ce pas? Alors, Edouard, rapidement là-dessus, parce qu'on a quand même du temps. Non, on peut pas être rapide sur ça, parce que c'est trop important, mais en même temps, synthétiquement parlant, déjà, Patrick Karam,
Et c'est très intéressant ce qu'il fait, mais je crois qu'avant de venir nous donner la leçon ici, il ferait mieux de regarder Sina Cartier à Paris et dans la banlieue parisienne où on vit les mêmes situations. Hein, donc, déjà, attendez, parce que la dévitalisation des centres-bourgs, des villes, ce n'est pas qu'en Guadeloupe. Sans vouloir le défendre, quand même. C'est pas un phénomène guadeloupéen, je suis désolé, la Guadeloupe n'a pas inventé ça. Sans vouloir le défendre, peut-être quand on est né sur une terre, on peut s'émouvoir d'une situation. Cette terre dans le cœur. Mais oui, mais on peut. Je n'ai pas de défense à et puis les élections municipales, c'est en 2026. Hein. Allez, 26. Bon, allez. donc, on peut s'émouvoir d'une situation, et là, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, à ce sujet, moi j'ai grandi à Grand Camp, juste à côté. Je traversais la route et j'étais à Pointe-à-Pitre. Et donc toutes mes amies d'enfance, ma mère même a travaillé en plein Pointe-à-Pitre, place de la Victoire dessus, donc pendant une trentaine d'années là-dessus, donc j'ai côtoyé Pointe-à-Pitre. J'ai vu Pointe-à-Pitre. C'est vrai que je m'émeus aujourd'hui de voir la situation de Pointe-à-Pitre, une situation qui a été rappelée par Raymond sur justement la manière dont justement l'organisation, que de point de vue de planification urbaine, que de point de vue effectivement de développement économique et démographique, a été pensé, on peut dire plus ou moins, mal pensé dessus. Et puis c'est vrai, ça a été encore dit ici, il y a des dynamiques effectivement de la réalisation de centres commerciaux qui offrent effectivement de la sécurité, qui offrent des places de parking, qui offrent effectivement un confort que le centre-ville effectivement n'offre pas. Pointe-à-Pitre n'est pas le seul. Basse-Terre vit la même situation. Vous retirez le point administratif à Basse-Terre, ben Basse-Terre n'est plus rien. Dessus sur ça. Donc il faut bien comprendre que ces villes-là avaient besoin effectivement d'instruments de planification qui lui permettent effectivement d'anticiper justement ces données-là, et malheureusement ça n'a pas été pris en compte aujourd'hui. Mais l'instrument de développement dont tu parles, oui, à mon sens, ça devrait s'émerger dans une rencontre, dans une collaboration étroite entre les territoires. Quelle orientation pour privilégier? Aujourd'hui, je crois qu'il faut. Je vois où tu veux en venir. La loi Noutré donc a fait quelque chose d'assez particulier. Donc elle a proposé effectivement donc le plus petit échelon décisionnel local qu'est la commune. Aujourd'hui maintenant n'est plus à se distinguer de par effectivement sa situation donc d'isolement et donc de regroupement. Donc l'interco, les agglos, les EPCI aujourd'hui sont maintenant effectivement le véhicule juridique ou en tout cas socio-économique le plus adapté selon ce que effectivement le législateur a pensé. Pas tout à fait vrai, puisqu'il y a des intérêts particuliers. L'intérêt communautaire est mis à mal par l'intérêt, effectivement, de la ville, puisque aujourd'hui, un exemple, pour construire une médiathèque sur une agglo, c'est au nom de l'intérêt communautaire que vous le feriez. Or que maintenant, chaque petite commune a sa médiathèque. Donc, quid effectivement de la dépense de l'argent public, quid effectivement de l'intérêt communautaire. Il y a des leaderships politico-politiques, justement, qui se mêlent, justement, à une, effectivement, situation qui aurait pu, justement, aider les communes à mieux planifier, effectivement, leur développement urbanistique, économique et socio-économique. Ça, c'est très important. Oui. Et puis, évidemment, aujourd'hui, à l'époque, 70 là-dessus, c'était une concentration vers les centres-bourgs. Maintenant, effectivement, c'est l'inverse. Maintenant, les gens quittent le centre-bourg pour aller vers la périphérie. Et d'ailleurs, la crise Covid a été un véritable marqueur, justement, de cette transhumance, effectivement, vers la ruralité. D'ailleurs, même les territoires ruraux se veulent, effectivement, penser pousser des ailes et à devenir de vrais territoires urbains. Mais ça, ces documents de planification, cette politique, cette vision-là, je crois que Pointe-à-Pitre aujourd'hui, à travers sa RHI, la RUPAP, notamment là-dessus, résorption, justement, requalification du centre-bourg, résorption de l'habitat insalubre, là-dessus, etc., sont des instruments de nature à pouvoir maintenant donner une nouvelle visage, en tout cas pour Pointe-à-Pitre. Mais c'est une question d'abord pécuniaire d'argent, hein, ça arrive pour ça. Et donc là-dessus, les villes se retrouvent confrontées à ces difficultés-là. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, mais les moyens de rentrer, de faire le jeu, parce que pour l'instant, c'est l'État qui fait tout, parce qu'il n'y a pas de service. Et vraiment, dans l'intercommunalité. Pour moi, on n'est pas encore arrivé à l'intercommunalité, il n'y a pas de vision commune. Il n'y a pas de vision commune. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour Dieu. Mais je vais rajouter un truc très très spécifique, Saïson Jarry, parce que à l'époque, ça m'avait intéressé. C'est qu'au départ, Jarry était une zone industrielle. Industrielle, c'est-à-dire. Et en fait, c'est devenu une zone commerciale parce qu'il y a une OPA. Donc ça correspondait, tu parlais de transhumance, à toute l'excentration des centres-bourgs, effectivement des zones industrielles. Ils sont partis de la ville pour aller à la périphérie pour des raisons de place, d'esthétique, et toute la révolution, de sécurité et tout. Oui. Et donc, il y a eu plusieurs phénomènes comme ça qui sont passés, qui ont précipité déjà une dynamique
de citadine qui n'était pas très forte. Oui. Et alors que Pointe-à-Pitre a des atouts Bien en sûr. termes effectivement de façade maritime, Oui. d'accueil effectivement donc justement donc de croisiéristes là-dessus ça, qui permettent justement de pouvoir repenser Pointe-à-Pitre. Non, puis- Mais ça c'est aux élus Non, mais- pointois mais- de mais- pouvoir mais et il faut le dire aussi, de la sur communauté de on va pas jouer les petits bras. Il y a une politique de l'habitat misérabiliste. bien sûr. Moi, prenons le. Bon, je vais me faire assassiner, mais bon, vous allez être là. Hein. Prenons le front de mer. Dans tous les pays du monde, un front de mer, c'est un site remarquable. C'est fait Un lieu tu vas de à la vie, de Grande Motte, tu vas dynamisme. n'importe où, tu vas à Deauville, tu vas n'importe où. Le front de mer, si tu mets. Bon, tu bon, mets- au moins, il y a bien tu- Bergevin. Ouais. Bergevin arrive à quand même à tenir Bon, la géo. si on ne sait même pas valoriser les. Alors, On Oui, mais n'arrive c'est quand même même- pas à valoriser des trucs. c'est une question peut-être sans doute de concertation, d'échange, de choix stratégiques. de vision. De vision. De vision et d'argent. On voit d'abord. Alors, Et d'argent. Raymond Ramaille, on le disait, il y a une faiblesse des politiques publiques qui ne sont pas suffisamment bien ciblées pour permettre une cohésion territoriale avec des choix à faire en termes d'activité, privilégier tel ou tel secteur pour telle ou telle ville. Il y a ça aussi, je pense. Oui, j'ai l'impression que la concertation, certes, il y a certainement la concertation au niveau des élus. Maintenant, après, comment c'est fait, comment c'est réparti, comment c'est géré ce tout qui est cela dit en grande réunion, en grande messe, et puis après, quand il faut séparer le gâteau, ça, je crois. Le problème se situe certainement à ce niveau-là. Quand on voit par exemple au niveau des EPCI, j'ai l'impression que là, ça a été un fiasco pour la Guadeloupe, la manière dont ça a été découpé. Déjà par le nombre de PCI, Oui, pour moi, c'est beaucoup trop. Et d'ailleurs, M. Chalus même le disait. le disait. À la limite, il aurait fallu 3 EPCI. 3, 2 PCI. Ou 2. Mais fait 3 avec les dépendances, c'est ce qui est Mais déjà encore pas mal. faudrait-il en faire le bilan Et de justement des la situation actuelle. Et le déséquilibre qu'il y a entre le cap excellence. excellence, entre le déséquilibre qu'il y a entre le cap excellence sur le plan économique, sur le plan population, entre le cap excellence et les autres, ça crée déjà des différenciations qui n'avantagent pas une bonne répartition sur le territoire. Donc, je pense que depuis là, il faut déjà repartir à la base et repenser aussi les agglos, comment il faut faire le découpage, comment relancer, plutôt lancer, parce que ça n'a jamais été lancé, donc on ne peut pas relancer l'activité économique, penser le développement. Penser à la cohésion territoriale. À cette cohésion, parce que ce qu'on peut faire, par exemple, sous Saint-François, prendre des châteaux, ce n'est pas ce qu'on pourra faire à Basse-Terre. Voilà. Bon, il est vrai, alors pour revenir un petit peu sur Pointe-à-Pitre, son essor économique, et en même temps l'essor économique de Basse-Terre, on a vu que les deux se sont effondrés un petit peu en même temps, mais pour des raisons différentes. Pointe-à-Pitre, les raisons de l'effondrement de Pointe-à-Pitre, je viens de le dire tout à l'heure là, mais les raisons de l'effondrement économique de Basse-Terre, c'est plutôt lié à la containerisation de la banane. Une fois qu'on avait retiré la banane à Basse-Terre, eh bien, on a un super grand port à nous pour fondre à Basse-Terre, et bien, ce port-là est devenu juste un mot de obsolète. la fin. Oui, donc, on a bien discuté là-dessus. Bon. Alors, quelques mots de la fin. On doit discuter plus largement. Oui. Cette question-là. Et à Cette partir question. de si on veut discuter des EPCI, il Oui. faut nous discuter en d'autres moments de ça, et plus Alors, largement de ça. dans le cadre d'un- Nous, l'objet à dire, là, ça. Dans le cadre de notre thème, on va essayer d'intégrer ça pour que nous puissions, je dirais, alimenter le débat qui est déjà assez riche entre nous, qui a été assez riche entre nous, mais c'est chose donc à penser. Donc, Nico n'a pas été avec nous, malheureusement, aujourd'hui. On l'a dit pour des questions techniques. Nous venons donc de terminer notre émission. Le thème essentiel, c'était Pointe-à-Pitre, déshabiller Pierre pour habiller Paul. Eh bien, voilà, chers téléspectateurs, fidèles avec au club, nous prenons congé de vous et nous vous disons donc à dimanche prochain pour une prochaine émission. Bye bye. Ok.